Un grand merci pour l'invitation de Zahir et d'Alexis. Je suis ravi d'être là pour parler d'une thématique qui me tient à cœur. Je pourrais en parler des heures. J'ai dû faire du coup des choix pour rester dans la thématique et parler uniquement d'actualité sur l'hydroxychloroquine. Et j'ai choisi pour la plupart des diapos des données 2024. Alors, est-ce que ça passe? Non, ça passe pas. Ok. Ouais, c'est bon, ça passe. Voici le plan que je vais suivre. Je vais parler un peu de rétinopathie. On parlera de cette fameuse dose et des débats sur la dose. On parlera de ce qui se passe quand on arrête le traitement. On parlera aussi, bien sûr, d'observance et de deux articles sur la grossesse. Alors, un petit rappel quand il s'agit de la rétinopathie et de quelques généralités. Ce sera mes quelques entorses au Best-of 2024. Donc, des données de prévalence, je pense que c'est assez important d'avoir des idées en tête et des idées récentes, parce qu'il y a eu pas mal de séries anciennes qui diagnostiquaient des rétinopathies sans que ce soit fait avec les recommandations actuelles et sans examen objectif. Et on a maintenant voilà, cette prévalence qui est assez claire sur deux études, pas que les études des Américains ophtalmo dont on parlera, mais aussi sur la série de Michel Petri. On est à peu près à 8 à 10 à 15 ans, donc ça reste quand même important et un vrai problème. Les facteurs de risque actuellement connus et retenus, c'est ceux décrits par donc, cette équipe américaine de Marmor qui a une grosse base de données, c'est des données de santé, hein, ce pas des données cliniques, et qui l'incrémente tous les 3-4 ans ou même plus fréquemment récemment, et qui essaie de nous donner des données. Donc, toutes les recommandations sont basées là-dessus. Les facteurs de risque actuellement sont l'hydroxychloroquine à une dose supérieure à 5 mg kg de poids réel. Je vous rappelle que ces données sont basées sur une étude qui partait de la dose prise à la pharmacie. Donc, c'est 5 mg kg de prix à la pharmacie et non pas 5 mg kg prescrit par le docteur quand il fait son ordonnance. Les autres facteurs de risque, c'était une durée supérieure à 5 ans, une insuffisance rénale, la prise concomitante de tamoxifène et une maculopathie préexistante. Alors, malgré la connaissance des facteurs de risque, vous êtes tous d'accord qu'on a des rétinopathies encore actuellement et c'est un problème. C'est la raison pour laquelle j'ai réalisé ce travail quand j'étais ici à la Pitié sur la recherche de nouveaux facteurs de risque de ces rétinopathies et en prenant des critères forts des études et des facteurs de risque connus, puisque j'ai pris des cas que j'ai appariés avec un pour deux à des contrôles sur la durée de traitement et sur l'âge au diagnostic de lupus. Il y avait aussi le sexe, mais la durée de traitement, je trouve que ça, c'est très important pour voir si, quand on enlève ce facteur-là, il reste d'autres facteurs de risque. Donc, il y avait 48 rétinopathies. Une donnée intéressante qu'on va discuter ensuite, c'est qu'on a dû exclure 23 cas parce qu'il n'avait pas, et on a été assez strict, d'examen de référence au départ où il n'était pas accessible. On en reparlera par la suite. Et parce qu'il y avait des patients qui avaient des contre-indications au plaquenil qui en fait étaient probablement pas des toxicités au plaquenil, mais des diagnostics différentiels. On en reparlera aussi. L'âge de diagnostic était de 45 ans. Vous voyez 15 ans en moyenne à peu près de prise. 5 patients avaient des signes visuels et il y avait quand même 7 diagnostics avant 5 ans. On en reparlera aussi des diagnostics précoces. J'ai pas le temps de vous faire tout le détail des résultats. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on pourra en discuter. Les facteurs de risque qui ressortaient en analyse multivariée, c'était un phototype supérieur ou égal à 4, un ratio du taux d'hydroxychloroquine circulant sur son premier métabolite bas, avec un cutoff retrouvé inférieur à 7,2, un traitement par antidépresseur et un syndrome des antiphospholipides. Je ne vais pas discuter les quatre, mais juste un mot sur le phototype. Ça, c'est quelque chose qui paraît assez concordant avec la physiopathologie et le mécanisme de l'hydroxychloroquine, puisque ça se lie à la mélanine, notamment au niveau de l'épithélium pigmentaire, et on est les premiers à décrire ça, mais il y avait déjà des données, en fait, quand c'était l'ethnie qui était pris en compte dans les études, et l'ethnie est plutôt afro-américaine, ressortait. Donc, probablement quelque chose qu'il faut retenir et à considérer dans les surveillances que l'on va faire chez nos malades.
Donc, la fameuse équipe dont je vous parlais, américaine, a fait un nouvel article récemment en 2024. Donc, cette fois, 4677 patients, 125 rétinopathies. Et les facteurs de risque qui ressortaient dans cette étude, c'était l'âge. Donc, plus on avance dans l'âge, plus on avait un risque. Le sexe féminin, l'insuffisance rénale avec, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on a un cut-off, donc c'est une insuffisance rénale chronique, stade 3 ou plus, et un traitement concomitant par tamoxifène. Et si on regarde, c'est tout en bas. Il y avait 18 patients qui avaient du tamoxifène et quand même 3 rétinopathies. Donc, ça a l'air assez fort et je pense que c'est quelque chose qu'on doit surveiller. La deuxième donnée, c'est à gauche, c'est le profil des rétinopathies. Vous savez, et il est recommandé d'adapter la surveillance chez les Asiatiques, puisque la rétinopathie serait plus périphérique que centrale. Et ben, dans cette étude, alors beaucoup moins fort, mais ça ressortait aussi pour les patients blacks et hispaniques par rapport aux patients blancs. Donc peut-être aussi à considérer dans nos recommandations à donner aux nos ophtalmos pour la surveillance. Dans l'actualité, il y a eu aussi cet article. J'en parle juste comme ça vous l'aurez déjà, vous aurez déjà eu la digestion. En gros, c'est un article de l'équipe de Ricard Cervera dans une revue d'ophtalmo. Ils sont intéressés aux rétinopathies précoces. Donc, il y avait 10 rétinopathies avant 5 ans. Le problème, c'est que c'était des diagnostics par fond d'œil et on sait quand même que on peut avoir d'autres diagnostics et que ce n'est pas l'examen de référence. Mais dans les facteurs de risque identifiés, il y avait la dyslipidémie et un anticoagulant circulant. Voilà, pas une bonne méthodologie, mais des messages, je pense, et notamment sur la rétinopathie précoce. Alors, connaissant cette rétinopathie, il faut avoir une surveillance adaptée et le PNDS 2024 rappelle ces recommandations. Donc, il faut un examen de référence et ça, c'est très important et on va en reparler après. Avec un fond d'œil, champ visuel et OCT. Et puis après, le rythme de surveillance, il est à partir de 5 ans, sauf si on a les critères que l'on voit à côté. Donc un petit poids, plus de 400 mg, mais ça, on fait pas. Insuffisance rénale, l'acroprescription de tamoxifène ou sujet âgé. Et quand on a une rétinopathie, on confirme avec un examen objectif, idéalement dans un centre de référence, ça a quand même des grandes conséquences derrière, et on arrête bien sûr l'hydroxychloroquine. Le bilan de référence, il a une importance parce qu'il y a un certain nombre de mimickers de rétinopathie au plaquenil. Voici un article là dans une revue d'ophtalmo qui reprend tous ces mimickers que voilà, vous pouvez reprendre ou donner à vos ophtalmos quand vous discutez des dossiers. C'est pour ça qu'il faut avoir cet examen de référence parce que sinon, si vous commencez votre surveillance et qu'il y a une rétinopathie, vous ne savez pas si c'est le plaquenil ou si c'est une autre cause. Donc, au moins avoir un fond d'œil, je pense, et idéalement fond d'œil, champ visuel et OCT dans la première année. Alors maintenant, il y a un autre sujet à aborder, c'est la dose. Alors, que disent les sociétés savantes? Donc, je vous ai fait un résumé. Le LAR dit 5 mg kilo, mais on peut s'adapter en fonction du risque de poussée et du risque de rétinopathie. On peut peut-être faire plus de 5 mg kilo transitoirement. Le PNDS dit 400 mg par jour si la fonction rénale est normale, c'est ce qu'on fait habituellement. Et les Cadigo disent 5 mg kilo. Et si on a moins de 30 de clairance, on baisse de 25% la dose. Alors, pour alimenter ce débat, je vous redonne des résultats de l'étude justement que j'ai réalisée ici sur les rétinopathies. Les patients étaient appariés sur la dose, sur la durée, pardon, totale de traitement. Et avec cet appariement-là, on n'avait pas de différence entre les cas et les contrôles sur la dose en prenant le cutoff de 5 ou le cutoff de 6,5. On a parlé toxicité, maintenant on va parler efficacité parce qu'on veut quand même traiter aussi nos malades, c'est quand même le plus important. Euh, j'ai repris une étude qui n'est pas de 2024, mais que vous avez tous vu, vous avez tous vu cette figure de gauche, le risque de pousser en fonction de la dose avec cet infléchissement à 5 mg et les données de rechute.
Il y a un nouvel article, parce que l'article de gauche, c'est encore l'équipe d'ophtalmo américaine sur des données de santé. Il y a un article à droite là, qui est sorti en 2024 qui reprend la dose de plaquenil soit en milligrammes kilo par jour, soit 400 milligrammes ou moins, et qui regarde le risque d'hospitalisation pour une poussée de lupus. 3000 patients avec un lupus, 580 hospitalisations, et on voit donc à gauche que si on a moins de 5 mg kilo par jour ou qu'on a moins de 400 mg par jour, on a un sur-risque d'hospitalisation de 4 ou 3 en fonction du critère qu'on prend, pour une poussée de lupus. Voilà, alors maintenant, on va passer à une question souvent plutôt posée par les malades. Est-ce que on peut arrêter le plaquenil? Bon, la réponse est non, et on va essayer d'avoir des arguments à leur donner. Alors, que disent les sociétés savantes? Le LAR dit on peut peut-être baisser en fonction du risque à adapter à chaque malade. Il n'y a pas de données dans le PNDS ni dans les recommandations CADIGO là-dessus. Il y a deux études qui ont regardé ce qui donne l'arrêt du plaquenil, et on voit qu'il y a un risque de rechute augmenté, un risque de rechute sévère avec un hazard ratio à 6. Mais les patients dans ces études-là n'étaient pas en rémission et on n'avait pas de dosage de plaquenil. On ne savait pas si les patients, notamment en contrôle, prenaient le plaquenil. C'est la raison pour laquelle on a regardé ça, et c'est un autre travail que j'ai réalisé ici, c'est le risque de rechute quand les patients arrêtent le plaquenil. Et on avait un bon modèle puisqu'on avait les rétinopathies au plaquenil, et on a regardé quand on a arrêté le plaquenil pour ces raisons-là, s'il y avait des rechutes en comparant à des patients appariés, tous en rémission et qui prenaient le plaquenil. Et les données sont celles-ci. Donc, c'était 48 patients. La rémission, elle était assez prolongée, vous le voyez, puisqu'on était à 3 à 4 ans à peu près. La plupart avaient une rémission prolongée. Et les patients qui gardaient le plaquenil, il n'y en avait aucun qui était inobservant sévère avec des taux inférieurs à 200. Que donnent les résultats avec une analyse à 3 ans? Eh ben, il y a plus de rechutes, évidemment, dans le groupe arrêt, 30% de rechutes contre 12% dans le groupe maintenance, avec un odds ratio à 3, et plus de rechutes sévères, notamment. Et on le voit bien sur l'analyse de survie en dessous. Donc, quand on arrête le plaquenil, on a 3 fois plus de risques de rechuter. Et on rechute le plus souvent dans la première année. Vous le voyez, hein, la rechute, elle se fait en moyenne à 9 mois. Un autre sujet dont on discute souvent, c'est l'observance. Les seuils retenus actuellement, c'est inférieur à 200 nanogrammes par millilitre pour l'observance. Les seuils pour l'efficacité, c'est plus de 150 milligrammes, je vous rappelle. Et une étude que j'ai trouvée assez intéressante, plutôt de pharmacocinétique, qui essaie de nous donner un algorithme sur comment faire pour surveiller nos patients sur l'adhésion au traitement. Pour eux, avec leurs données de pharmacocinétique que l'on voit à gauche, quand le patient nous dit je ne prends pas mon traitement depuis plus de 4 jours quand j'ai 400 mg, plus de 3 jours quand j'ai 300 mg, plus de 2 jours quand j'ai 200 mg, eh ben, il n'y a pas besoin de tester parce qu'on peut considérer qu'il est non adhérent. Par contre, quand on n'a pas ces réponses-là, on peut céder du dosage. Et une donnée intéressante, je trouve, c'est qu'ils ont regardé le pourcentage de doses manquées. Alors, je vous ai juste repris les données en bas si on prenait 400 mg. Quand on a moins de 200, c'est 80% de doses manquées. Et quand on a moins de 500, c'est 40% de doses manquées. Donc voilà, je trouvais ça assez intéressant. Ils l'ont vérifié sur 2 cohortes. Je trouve que les jours, c'est un peu discutable, mais par contre, le nombre de doses manquées, ben, ça peut être assez utile pour interpréter nos résultats. Une autre petite donnée, c'est est-ce que quand on est inobservant à un traitement, on l'est à tous ou pas?
Je vous laisserai juste regarder la dernière ligne. C'est un travail que j'avais réalisé sur le dosage du belimumab pour l'observance à ce traitement-là. Et en fait, les patients qui ne prenaient pas le plaquenil, donc inférieur à 200 ici, il y en avait trois, ils étaient tous dans le groupe qui prenait le belimumab. Donc voilà, probablement, il faut prendre en considération tous les médicaments et dans notre éducation thérapeutique, discuter vraiment de chaque médicament parce que les problèmes d'observance peuvent être particuliers à propres à chaque traitement. Et enfin, la conséquence, donc qu'est-ce qui se passe quand on ne prend pas nos traitements? Il y a cette étude qui est parue du groupe EGR2 qui reprend 170 grossesses, 174 grossesses de patientes avec un lupus et qui regarde si le taux de plaquenil pendant la grossesse a un impact et au niveau maternel et au niveau fœtal. Donc à gauche, la figure, c'est avec un seuil à 500 et à droite avec un seuil à 200. Et en fait, sur ces deux paramètres, il y a une différence sur le risque de rechute sévère chez la mère, avec, vous le voyez, alors c'est des petits effectifs, mais c'est significatif. Par contre, il n'y a pas de différence sur le risque d'événements obstétricaux, même s'il y en a peut-être un petit peu plus, mais ce n'est pas statistiquement significatif. Il y a un autre article dans le même cadre. Alors cette fois, c'est encore des données de santé, mais il y a beaucoup de malades. Il y a plus de 1000 malades, plus de 1000 grossesses lupiques. Et alors, ils ont regardé un seul paramètre, c'est le risque de prééclampsie. En tout cas, si on prend un comprimé de plaquenil ou deux comprimés de plaquenil, ça ne préviendrait pas, en tout cas selon les résultats de cette étude, le risque de prééclampsie, mais on n'avait pas de détails sur les autres événements obstétricaux. Alors, en conclusion, tout d'abord sur les rétinopathies, il y a la confirmation avec une nouvelle étude de 2024 des facteurs de risque connus. Je trouve intéressant l'insuffisance rénale, on est stade 3 ou plus. Donc voilà, probablement le cut-off pour adapter nos doses. Il y a probablement des nouveaux facteurs de risque. L'intérêt notamment du rapport de l'hydroxychloroquine sur son premier métabolite, le phototype, la coprescription d'antidépresseurs et aussi le sexe féminin. Je rappelle l'importance de l'examen de référence parce que après, on ne sait plus si c'est le plaquenil ou si c'est une autre rétinopathie quand on surveille les malades. Qu'est-ce qui se passe quand on arrête le traitement? Ça peut être des arguments à donner aux malades quand on discute ça et qu'ils nous posent la question. Il y a trois fois plus de risques de rechute, souvent pendant la première année, 30% de rechute dans le travail que j'avais réalisé. Quelle dose on prend? Gros débat, on peut en reparler, mais 400 mg par jour selon le PNDS. Une donnée intéressante, c'est que si on prend moins de 400 mg, il y a trois fois plus de risque d'hospitalisation pour une poussée de lupus. Concernant l'observance, cet algorithme que je vous ai montré, que je trouve intéressant, quand on a un taux inférieur à 200, c'est 80% de doses manquées, inférieur à 500, 40% de doses manquées. Et puis l'inobservance, on peut déjà la voir. Si le patient nous dit qu'il prend plus son traitement depuis plus de 4 jours quand il a 400 mg, c'est qu'on aura des chiffres bas de plaquenil. Et enfin, des données sur la grossesse. Donc, le plaquenil, c'est très bien. Ça permet de diminuer le risque et le risque de poussée sévère. C'est un argument, ça, pour répondre à nos patientes et pour les aider à prendre le traitement. Mais sur les études que je vous ai montrées, il n'y aurait pas d'effet sur les événements obstétricaux. Voilà, je vous remercie et puis je suis disponible pour les questions maintenant à la pause. Merci. Ou par mail. Merci beaucoup, Ludovic. Reste sur cette diapositive. Je ne sais pas s'il y a des questions dans la salle, mais Marc, tu veux intervenir peut-être? Merci pour le topo, super clair. J'ai deux questions très pratiques sur le plaquenil. La première, c'est est-ce que la prise du jour même peut altérer le dosage de manière très significative? Il ne faut pas dire aux patients de ne pas le prendre avant la consulte, avant on fait le dosage. Non, clairement pas. C'est souvent demandé par le labo la dernière prise, mais ça, on pourrait l'enlever parce que ça a bien été regardé, qu'on prenne deux le matin ou un matin et soir. Concrètement, ça change pas la dose. Donc, le moment de dosage, non, c'est pas du tout un souci, ça influence pas. C'est pour ça que je suis un peu critique sur quand même ces données de pharmacocinétique où je trouve qu'il faut quand même peut-être un petit peu plus longtemps pour avoir un effet sur le taux, quoi.
Et la deuxième question, quand des fois on a des patients qui sont du coup très très hauts, là tu diminues la dose par deux, tu divises la dose par deux, qu'est-ce que tu Alors fais? ça, il n'y a pas de données. Le taux, il y a deux études contradictoires sur est-ce que le taux élevé est corrélé à la rétinopathie. Dans le travail que j'avais réalisé, je ne l'ai pas montré, mais donc le rapport de l'HTQ sur son métabolite sortait, mais par contre le taux d'HTQ seul ne sortait pas. Moi, je pense qu'il faut regarder s'il n'y a pas d'autres facteurs qui influencent un taux haut, notamment un taux de plaquettes haut, ça on le sait, hein. Quand on a 400-500 plaquettes, on a un taux haut de plaquenil un peu mécaniquement. En tout cas, pour moi, c'est pas un risque si on a vraiment des taux très, très élevés de rétinopathie. Oui, schématiquement, les gens baissent quand même. Tu vois, quand tu es à 2000, ça se fait beaucoup de redescendre à 1500, mais comme l'a dit Ludovic, il n'y a pas de données solides, il n'y a pas vraiment de plafond pour l'instant. Euh, Ce qui est certain, et c'est bien d'avoir insisté, c'est ce qu'on a eu tendance à faire à un moment donné, c'est-à-dire de passer à 3 comprimés de plaquenil pendant 6 mois, 12 mois, parce qu'on avait l'impression que la maladie était réfractaire, notamment en raison du dosage. Il faut essayer d'éviter de le faire, parce qu'on se retrouve avec des malades qui ont des doses cumulées finalement importantes. Il y a quand même une solution, hein, pour sortir de ce dilemme entre la dose de 6,5 mg kg, qui est la dose d'efficacité, et la dose théorique de 5 mg kg. Bah, c'est la surveillance, hein. C'est-à-dire qu'en gros, après 5 ans, il faut que les malades soient bien surveillés, hein. Et ces champs visuels 10.2, alors bon, on va voir s'il faut l'élargir, et puis l'OCT en alternance, hein. En alternance. Et attention, il faut que ce soit l'examen qui soit bien fait et interprété. Enfin, je pense que globalement, on a tous ça, hein. C'est-à-dire qu'on voit nos malades qui reviennent avec la mesure de la rétine qu'on ne sait pas interpréter, etc. Enfin, faut qu'il y ait un ophtalmo derrière qui dise si ça correspond à quelque chose. Mais si on surveille régulièrement, en fait, il n'y a pas de vrai débat. C'est-à-dire que tu peux rester à 400 mg par jour. Enfin, toutes les données actuelles, dans l'étude du SLIC, il y avait des malades en rémission, hein. Et chez les malades qui avaient diminué, il y avait un surrisque de rechute aussi, hein. Alexis, hein. Euh, Merci Ludovic. La question, c'est sur le rapport hydroxychloroquine sur. C'est désoxychloroquine, je sais pas ce que c'est, Des plus. éthyles Des éthyles, hydroxychloroquine, ouais. ouais. T'as regardé un coup ou bien les malades, ils ont des phénotypes stables dans le temps de ces ratios. Quand tu as ce C'est une, ratio qui est haut ou bas, il reste tout le temps haut ou bas. c'est une moyenne de l'ensemble de leur dosage. Ok. Et Et c'est quoi ton idée? C'est que parfois ça varie d'un moment à l'autre ou bien. alors j'ai l'impression que ça varie un peu, mais ça varie pas. Là, on a des taux à 7, ils vont pas passer à 15 derrière. Quand ils sont bas, ils le restent, sauf Il si reste, on ajoute des médicaments qui vont voilà, interférer avec le cytochrome. Mais sinon, il reste en dessous ou au-dessus de ton cutoff de c'est quand même assez 7,5. stable dans le temps. Ouais. Oui, il y a 2 questions là-bas. Si parmi les jeunes, quelqu'un peut m'aider à déplacer le micro, je suis preneur, hein. Non, 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 je vous le ramène, c'est un plaisir. Alors moi, j'ai des difficultés à faire des prélèvements à l'hôpital et c'est pas remboursé en ville. Alors, quand les centres de référence, les grands noms du lupus français vont obtenir que le dosage du plaquenil soit remboursé en ville? Ah. Bonne question. Alors ça, j'ai pas la réponse. Je sais pas si quelqu'un a la réponse à ça. Pas en ville, non, non. Non, non. Après, à l'hôpital, ouais, faut avoir un pharmaco motivé, pharmaco-bio motivé. Et moi, j'ai mis, par exemple, les métabolites, je l'ai demandé et ils me le font maintenant en routine parce que ça ne demande pas plus de travail. À l'hôpital, il n'y a aucun souci pour Ah, le faire doser. Simplement, c'est faire prélever le patient à l'hôpital qui vient à 17 heures à la consultation. il faut le faire revenir, ouais. Faut le faire revenir. Oui, merci beaucoup. Bon, le plaquenil il va beaucoup dans les plaquettes. Est-ce que certains ont l'expérience d'augmenter transitoirement la dose de plaquenil chez les patients thrombopéniques? Parce qu'il y a toute une discussion, il y a les pédiatres qui veulent faire un PHRC dans le PTI, enfin, plaquenil. Est-ce que ça vous arrive de faire ça? Mm.
Quand tu doses le plaquenil, tu sors les plaquettes. Elles sont pas comptabilisées. Le plaquenil qui est à l'intérieur des plaquettes n'est pas comptabilisé normalement. Et sauf quand c'est mal fait. Et moi, la malade qui a eu. Oui, si, tu as raison. Moi, celle qui a eu le taux de 8000 de plaquenil, c'est une malade qui avait 1 million de plaquettes. Mais il faut prévenir le labo. Normalement, ils te les sortent. C'est ça que je veux dire. Je pense que la réponse, clairement, sur l'augmentation de dose, ça, c'est un truc qu'on ne devrait plus faire parce qu'on a j'en ai pas parlé, mais les données sur 600 ou plus, ça, c'est des rétinopathies dans l'année, 20%, je crois, quand on faisait 800, je ne sais plus dans quelle étude, c'était peut-être dans le Covid. Enfin, ça, je pense que plus de 400, on devrait pas le faire. Et là, on est sur la toxicité de la dose journalière importante, quoi. À ta question, c'est est-ce que tu augmentes le plaquenil quand tu es thrombopénique? C'était ça. Ça, nous, on ne l'a pas fait. Non, non, on ne l'a pas fait. Mais juste pour le dosage, attention, le dosage, il sert surtout pour mesurer les non-observants, c'est-à-dire ceux qui sont solides, qui sont en dessous de 200. On n'adapte plus les doses au taux sérique, ça ne marche pas bien. Hein, il y a toute une zone grise entre 500, tu ne sais pas si c'est pharmacogénomique ou si c'est parce que la prise est mauvaise, etc. Il faut vraiment que le malade soit en dessous de 200, où là, tu sais qu'il va être mal observant, si je puis dire. Est-ce qu'il y a des questions ici? Oui, oui. Alors, lors des rechutes à l'arrêt du plaquenil, y a-t-il des facteurs prédictifs de rechute identifiés sur la population rechuteuse? Oui, j'en ai pas parlé. Les facteurs de risque qui ressortaient, c'était les anti-DNA. Donc, si on se dit qu'un jour on veut vraiment arrêter le traitement, la seule chose qui ressortait dans le travail que j'ai présenté, c'était des anti-DNA positifs. Et un âge élevé qui avait l'air plutôt protecteur, plus de 50 ans. Comment expliquer des taux bas malgré une bonne observance? Avez-vous déjà observé cela? Donc, des taux inférieurs à 200 nanogrammes par millilitre, malgré une observance, en tout cas, rapportée, parfaite. Non, c'est clairement que le patient ne prend pas le traitement. Non, non, mais. Oui, tu peux avoir. Pas moins de 200. Non, Ouais, pas moins de 200. Non, non, mais de toute façon, on n'est pas là pour stigmatiser les malades, mais c'est vrai, c'est vrai que ça nous arrive tout le temps d'avoir des patients, moi j'en ai à 0, qui font bien évidemment le champ visuel et l'OCT régulièrement. Hein. Et quand tu es en face et que tu dis, ben, il y a un petit problème, c'est que la dernière fois, vous aviez 0 de plaquenil. Moi, j'ai dû l'oublier la veille. Non, quand vous avez 0, c'est pas la veille. Et donc là, faut pas les stigmatiser. C'est un outil. Il faut leur dire qu'on a besoin de savoir, nous. Hein. Ouais, on a besoin de savoir qu'ils ne prennent pas les médicaments, ce qui est normal, hein, ce qui n'est pas délirant non plus. Hein. Oui, allez-y. Oui. Ouais. Bah, oui, mais la demi-vie en théorie du plaquenil, c'est 40 jours, en théorie. Voilà. Donc c'est vrai qu'il faut du temps. Alors c'est très variable d'un patient à l'autre. Il y a probablement des métabolismes différents en fonction des Et gens. on peut regarder les métabolites. Il y en a certains qui ont une demi-vie beaucoup plus courte, notamment pour savoir quand les malades prennent, puis il y a ce qu'on appelle l'effet blouse blanche, où les malades prennent leur comprimé 2 jours avant de venir à l'hôpital. Donc là, on voit que le métabolite qui a une demi-vie courte, lui, il monte d'un seul coup, alors que l'autre, il est plutôt bas. Mais c'est surtout, il n'y a pas de rétinopathie avant 5 ans, hein, sauf facteur de risque. Tu dodelines de la tête. Ouais, après, sauf facteur de risque, j'ai dit. Oui, moi je trouve que, mais après c'est un avis personnel, moi je fais à mes malades dès la première année, parce que je trouve qu'aussi pour l'observance c'est bien parce qu'on leur donne un rythme, alors que leur dire attendez 5 ans. Oui, mais tu ça, refais pas après. Tu fais la première année, mais pas tous les ans dès la première année. je garde le rythme, mais ça c'est tous les ans une pratique personnelle, parce que non, justement, on a entre 3 et 5 ans, quand même, il y a des données, il y a les Canadiens notamment qui ont parlé de rétinopathie plus
plus précoce. Et on en avait en dessous de 3 ans, je suis d'accord que ça Oui, c'est paraît ça. un peu improbable qu'il y en ait. Non, parce que avant 3 ans, par exemple, les Anglais, ils ne recommandent pas de faire le champ visuel et l'OCT la première année. Pourquoi? Parce que les diagnostics que Ludovic a évoqués, ils sont très rares, donc la rentabilité, elle est très très faible. C'est ça la première chose. Mm. Deuxième chose, il y a des troubles de l'accommodation, convergence, qui sont liés au plaquenil. Donc ça, souvent, et si on informe mal les malades, ils peuvent venir en vous disant j'ai eu des problèmes ophtalmologiques, donc j'ai arrêté le traitement. Et c'est souvent ce qui se passe d'ailleurs, hein. Voilà. Donc, il faut prévenir les patients. Mais avant 5 ans, ce facteur de risque, et dans les facteurs de risque qu'on avait avant, c'était la co-prescription d'hydroxychloroquine et de chloroquine. Ça augmentait le risque de rétinopathie. C'est quand même pas très fréquent. Moi, c'est pas des examens anodins quand même, hein. C'est pas. Non, mais tout à fait. Mais je pense que le fond d'œil, comme on le dit, vaut mieux Ah, avoir un fond d'œil de référence. de Ouais, je référence suis d'accord. plutôt que d'attendre parce que le patient n'a pas trouvé Chambillet l'OCT. C'est facile d'avoir un fond d'œil. Ça, c'est un message super Ouais, important, ouais, hein. ouais. Ouais, parce Oui, ça, je suis qu'on a du d'accord. mal sinon à l'avoir. Très bien, très bien. Est-ce qu'il y a des questions, Micheline, en Rapidement, la studio? toxicité cardiaque, est-ce qu'il y a des données récentes sur la toxicité cardiaque du plaquenil? Et puis aussi sur la toxicité dermatologique et le syndrome de l'aïeul. Ok. Et après, on accueille Benoît. Alors, toxicité cardiaque, c'est vaste débat. Il y en a, et parce qu'on a des biopsies prouvées, mais il y a aussi beaucoup je pense, de surdiagnostic et d'autres causes beaucoup plus évidentes. Donc, quand on a plusieurs toxicités rétiniennes, musculaires, on peut avoir une toxicité cardiaque, je pense, mais il faut vraiment se poser la question quand on suspecte une toxicité cardiaque et le prouver, quoi. C'est troubles de la conduction et c'est insuffisance cardiaque restrictive. Et souvent, il y a une association avec une atteinte musculaire périphérique, ce qui fait que, par exemple, l'équipe de Murray Horowitz lui recommande, après 5 ans, de faire chaque année les CPK, la troponine et la pro-BNP, en plus du bilan classique, pour aller au dépistage de ce type de complications qui sont quand même pas si fréquentes que ça, Non, et non, qui non. sont cumulatives aussi, hein. Et l'atteinte cutanée, Ouais, vas-y Olivier. Tu peux parler fort ou tu veux le micro? Ah ben merci Lévi. Non, à ma connaissance, il n'y a pas de surrisque important du plaquenil dans le syndrome de Layel. En revanche, le lupus en soi est un surrisque de syndrome de Layel, à la fois peut-être le Layel médicamenteux et aussi les formes frontières, Layel lupus,